On va poursuivre notre petit tour d'horizon de la sécurité. Après la sécurité des infrastructures, la sécurité des conducteurs, on passe à la sécurité des véhicules avec Volvo. Alexandre de Figueiredo, vous êtes chef de produit des gammes 60 et 90 et vous allez nous parler des outils d'aide à la conduite. Bonjour à Et toutes de et à votre tous. stratégie zéro collision, le Exactement, rêve d'une merci vie. beaucoup. En fait, c'est même au-delà d'une stratégie, c'est effectivement, on va recentrer le débat sur l'automobile un tout petit peu, mais on a beaucoup de points communs, notamment avec les présentations précédentes, puisque accidentologie et protection des usagers de la route et usagers vulnérables de la route, c'est-à-dire pas que les véhicules, mais les scooters, les cyclistes, etc., de plus en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui roulent à Paris, donc on sait de quoi on parle au quotidien. C'est vraiment au centre de tout ce qu'on a fait depuis le début de la création de notre marque. Donc j'ouvre la discussion sur l'automobile en général, et bien sûr j'ai mon focus Volvo, mais il y a beaucoup de choses qui sont, où je parlerai du présent et du futur très très proche, en général du monde de l'automobile. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais juste histoire d'avoir mon assise de sécurité. Volvo, on est effectivement une marque qui est présente sur le credo de la sécurité depuis la création. C'est-à-dire qu'il y a des marques italiennes, allemandes qui sont à 200% sur le dynamisme, la sportivité, etc. Nous, ce qu'on trouve sexy depuis le début de la création de la marque, c'est la sécurité. Et ce qui est très bien pour nous, c'est que c'est de plus en plus porteur. C'est-à-dire que les clients qu'on veut adresser, qu'on a de plus en plus, ce qu'on appelle vulgairement et en anglais les mobility pioneers, c'est-à-dire les gens qui attachent un peu d'importance à la marque, mais c'est pas essentiel. C'est-à-dire que d'acheter une Tesla, une Ferrari ou une Volvo, ça leur parle pas forcément, mais ce qui leur parle, c'est les technologies qui sont à l'intérieur. C'est ce que ça permet, c'est ce qui est différent, différenciant, ce qui est d'avenir et ce qui est un peu waouh aussi. Et c'est en cela qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, nous, depuis le début. Donc pas de cours d'histoire, mais juste pour illustrer deux, trois faits. Toutes les voitures à l'heure actuelle, et même ça va au-delà des voitures, comportent des innovations et des créations Volvo, donc toujours sympathique. Et l'idée, c'est que ça continue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous paraissent basiques, mais qui sont en fait vraiment capitales. La ceinture 3 points, le siège enfant dos à la route, c'est toutes ces innovations qui ont été créées sur la même base qu'aujourd'hui on crée les nouvelles innovations automobiles. La collecte de données, la collecte d'accidents, d'accidentologie, et d'en faire quelque chose d'hyper concret. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, effectivement, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes, pardon, qu'on a captées de par nos dizaines d'années d'expérience, bientôt centaines. On a des partenariats avec les systèmes de sécurité, notamment suédois, parce qu'on est suédois, avec la police et les ambulances, notamment suédoises, et on a plus de 70 ans d'expérience sur les accidents, et on en fait des choses, des technologies de sécurité. Notamment, par exemple, quelque chose qui est un peu plus moderne, le système de surveillance d'angle mort. Beaucoup de voitures ont ce type de sécurité aujourd'hui, même sur les petits véhicules. Ça a été lancé en 2003 par Volvo et c'est un socle de sécurité sur lequel on va créer d'autres technologies. Et moi, je vais vous parler un peu plus d'aujourd'hui et un peu demain quand même. C'est deux points de focus. Un qui s'appelle EVA, qui veut dire Equal Vehicle for All, qui est très révélateur de l'ADN scandinave et de ce qu'on fait, nous, marque automobile, pour faire avancer les choses, égoïstement pour nous, et également de façon très scandinave dans l'approche, c'est-à-dire dans le partage, pour faire en sorte de rendre la route plus sûre pour tout le monde et de booster aussi les innovations. Parce que c'est pas en gardant nos data qu'on va faire avancer les choses. L'idée, c'est de faire en sorte que aussi la concurrence développe de nouvelles technos et qu'on puisse un peu se battre et se marrer un petit peu et montrer un peu qui est le meilleur. C'est les Euh, Spoiler, c'est nous. Et je vais parler un tout petit peu aussi du lidar. Je pense que c'est des choses, enfin des mots qui sont de plus en plus dans le langage courant, qu'on voit, mais on ne sait pas trop de quoi on parle et ce que ça peut faire, et ce que ça peut faire pour l'automobile en général. Et nous, c'est des sujets qu'on maîtrise vraiment bien chez Volvo et qui nous permettent en fait de construire des briques vers des nouvelles technologies qui sont notamment la conduite autonome, sur lequel on travaille activement aujourd'hui. Très rapidement, je ne sais pas si... non, parfait, il n'y a pas le son. Première chose, c'est l'initiative EVA, Equal Vehicle for All, hyper illustrateur de ce qu'est la marque Volvo, c'est-à-dire pendant 40 ans, on a agrégé des données d'accidents, comme je vous l'ai dit, notamment en Suède, et on s'est rendu compte de beaucoup de choses assez incroyables qui aujourd'hui nous paraissent complètement dingues, mais c'est que l'écart d'accidentologie, de conséquences graves
pour les personnes qui sont à l'intérieur des voitures était énorme. C'est-à-dire qu'un homme avait, dans une Volvo, et en général dans l'automobile, beaucoup moins de chances d'avoir des blessures graves dans un accident. Je vous parle du coup des hommes par rapport aux femmes, des hommes par rapport aux femmes enceintes, des hommes par rapport aux enfants. Des choses très bêtes, c'est-à-dire que Volvo est le premier constructeur à avoir créé des mannequins femmes enceintes, des mannequins enfants. Tout ça pour aussi faire en sorte de réduire cet écart entre un homme et les autres typologies qui peuplent cette terre. Et chez Volvo, aujourd'hui, il n'y a plus aucun écart entre les conséquences d'accidents graves entre un homme et une femme, par exemple, une femme enceinte. Et ça a été permis grâce à la collecte de données pendant cette quarantaine d'années avec les technologies plus modernes, d'accidentologie. Ça a permis de développer des technologies qui nous paraissent banales, mais par exemple les appuis-têtes anti-coup de lapin. Les femmes et les hommes n'ont pas forcément la même composition physiologique. Les femmes enceintes aussi sur les chocs latéraux. Enfin, tout ça, ça a été extrêmement important pour nous, égoïstement, créer des protections plus sûres pour nos clients. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé toutes ces connaissances, toutes ces données et toute cette collecte d'accidentologie auprès de l'ensemble des autres marques automobiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de révélateur chez nous. On l'a fait également avec le brevet de la ceinture 3 points. Ça a été partagé juste après sa création à l'ensemble des constructeurs auto. Tout ça, c'est dans l'idée de faire en sorte que on booste vraiment les technologies de sécurité, les innovations, et que tout le monde s'y mette. Et on est à 100% dans le partage de données euh, pour faire en sorte effectivement d'agréger des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ça, c'est ce qui nous a permis de créer des technologies actuelles, mais qui sont limitées, parce que c'est des technologies qui permettent de développer des sécurités passives et actives. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, c'est de créer des technologies proactives pour anticiper les chocs, et ben, juste les réduire. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du LIDAR, que comme vous l'avez très bien dit, on est animé et après plusieurs rencontres avec nos ingénieurs en recherche et développement en Suède, je peux vous dire que c'est le cas, ils sont vraiment à 200% là-dessus, par une ambition qui est extrêmement forte, qui s'appelle l'ambition zéro collision. C'est-à-dire qu'un jour, on voudrait atteindre le zéro collision dans nos véhicules. Ça peut paraître de la science-fiction, mais on est sur vraiment le bon chemin. Et ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que zéro collision, c'est plus d'accidents graves, plus de morts, ok, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce qui nous gêne, c'est rayer la jante dans le parking Vinci, par exemple. Vraiment, ça va très très loin en termes d'approche. Et dans cette optique d'atteindre un jour le zéro collision, on fait par couche de millefeuille des agrégations de systèmes de sécurité. Donc, on connaît tous les radars, les caméras, longue portée, courte portée, angle réduit. Toutes ces technologies sont assez limitées, c'est-à-dire en termes de distance et en termes de réception de l'information par rapport à la météorologie, etc. Il y a des limites qui sont assez fortes et l'idée, c'est de repousser tout le temps ces limites pour un jour pouvoir faire 100% confiance au véhicule et activer la conduite autonome. Chez nous, en tout cas, on voit cette conduite autonome comme étant possible, notamment avec une nouvelle technologie qui s'appelle le LIDAR, qu'on place ici sur le véhicule. Donc là, c'est le X90 qui sera sur la route l'année prochaine. Donc on se parle vraiment de demain pour le coup. Donc c'est ce petit boîtier qui est une technologie extrêmement onéreuse et c'est pour ça qu'on le lance sur le véhicule vraiment haut de gamme chez nous, qui en fait nécessite de créer un nuage de points à base de technologies de télédétection par laser. Donc là, vraiment, la lumière est importante. Et ce qui a vraiment beaucoup d'intérêt pour nous, et je pense que c'est notre ADN scandinave où il fait jour environ 4 heures dans la journée là-bas qui nous aide, c'est de dire que peu importe s'il brume, qu'il fasse froid, qu'il y ait de la neige, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, la réception d'images de points de ce qui se passe devant la voiture est de même qualité. Et là, vous pouvez voir du coup des informations qui vont jusqu'à 250 mètres au-delà du pare-choc. C'est-à-dire que c'est des informations par mauvais temps qui vont beaucoup plus loin que ce que peut permettre l'œil humain. Et là, du coup, ça nous permet d'ajouter une couche de sécurité qui est vraiment intéressante, qui est hyper novatrice, mais qui est hyper gourmande en traitement de données, puisque là, effectivement, on ne va pas se fier uniquement le LIDAR, c'est-à-dire qu'on va essayer d'orchestrer toutes les technologies ensemble pour créer quelque chose d'assez assez sympa. Et l'idée chez nous, c'est d'intégrer ce genre de technologie dans nos modèles haut de gamme, parce que là, vous voyez des véhicules qui font 5 mètres de long et qui sont à plus de 100 000 euros, donc on va se dire, OK, on peut se permettre de développer des technologies par là, mais l'idée, c'est aussi de développer des technologies qui sont faites pour leur environnement. Le véhicule qui était précédemment, c'est un véhicule qui est un véhicule familial, il y a cette place, c'est pour
déplacement long trajet, on part en week-end avec, etc. Là, on a des nouveaux véhicules comme le X30 qui sort au début d'année prochaine, qui est un véhicule vraiment plus urbain, qui est beaucoup, beaucoup moins cher, plus petit et qui a d'autres besoins. Donc, on va développer des technologies qui sont vraiment toujours basées sur des collectes de données d'accidentologie, mais qui seront différentes et qui nécessitent du coup qu'on développe des technologies très concrètes, mais moins onéreuses. Si je recentre le sujet sur des technologies d'avenir et qui sont un peu de la science-fiction aujourd'hui et qui demain ne seront plus, donc comme le LIDAR par exemple, c'est des technologies qui sont aujourd'hui très coûteuses euh, puisque nouvelles, il faut mettre la première pierre à l'édifice. Donc Volvo a des technologies comme ça qui sont très fortes, comme le LIDAR, comme par exemple les feux pixels. Donc chaque feu a 1,3 million de LED dedans. Donc autant vous dire en termes de réception, de la qualité d'éclairage, c'est assez incroyable. Et les feux s'adaptent en fonction des usagers de la route. Donc jusqu'à 5 usagers en même temps peuvent être masqués, des motos par exemple ou des véhicules, et également des objets en plus. C'est-à-dire que là aussi, l'IA rentre en compte, c'est-à-dire qu'elle est capable d'identifier par exemple des panneaux de chantier ou des panneaux sur autoroute qui sont blancs ou trop clairs, qui peuvent, si on les éclaire trop fortement, éblouir à la fois le conducteur et aussi les autres voitures qui sont derrière. Donc du coup, le système va venir adapter tout ça et ça rentre dans une logique de faire attention toujours aux conducteurs et aux passagers du véhicule, mais également à ceux avec qui on partage la route. Et on peut avoir autant de systèmes qu'on veut, des caméras, des radars, des capteurs ultrasons et le lidar, mais tout ça, ça sert à rien si on n'arrive pas à traiter l'information. En fait, c'est pour ça que ces nouvelles technologies et du coup nos nouvelles gammes, notamment, et ça sera le cas pour le marché automobile, pardon, en tout cas premium en général, changent l'infrastructure de ce que nous on appelle l'invisible. C'est-à-dire que là, tous les radars que vous voyez, les caméras ou le lidar par exemple sur le toit, c'est des choses qu'on voit. Mais le plus important et ce sur quoi on met le plus l'accent, c'est ce qui ne se voit pas. C'est notamment les ordinateurs qui sont à l'intérieur de la voiture. En fait, nos voitures maintenant sont des ordinateurs avec 4 roues, hein, clairement. Les voitures qu'on commercialise en général aujourd'hui ont une dizaine, 11, 12 généralement super ordinateurs dedans, donc des mini-cerveaux, qui eux-mêmes gèrent, ça va être très très chiant, qui eux-mêmes gèrent des centaines de petits modules. Donc à mettre à jour, à corriger, fixer les bugs, etc. C'est très long. Et généralement, on n'a pas le luxe de se permettre d'attendre trop longtemps avant de fixer des bugs pardon, qui touchent à la sécurité. Là, l'intérêt, c'est qu'on a 2 ordinateurs. Un qui gère la voiture, je crois que je vais abandonner. Un qui gère la voiture et qui traite environ une vingtaine de TOPS. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, mais les TOPS, c'est les trillions d'opérations par seconde. C'est-à-dire, c'est les milliards de milliards d'informations que la voiture est capable de traiter en une seconde. Donc, généralement, on a besoin d'une vingtaine de TOPS dans l'ordinateur de la voiture pour traiter tout ce qui est caméra, radar, etc. Le lidar nécessite à lui seul plus d'une centaine de TOPS. Donc un véhicule classique ne peut pas être, on va dire, rétrofité avec ce type de système. On doit avoir vraiment un cerveau qui est fait pour la conduite autonome, pour gérer une capacité aussi énorme d'information. L'idée, c'est pouvoir effectivement traiter toutes les informations de la voiture pour pouvoir, là c'est normal, pour pouvoir développer des technologies comme par exemple ce qu'on appelle nous le système de détection extérieure, qui est l'alliance entre la réception de toutes les données, c'est-à-dire de tout ce qui vient des caméras, des radars, etc., du lidar, et faire en sorte d'aider le conducteur de la meilleure des manières au meilleur moment. Dans l'automobile, généralement, on a beaucoup de gens qui veulent désactiver les aides à la conduite parce que c'est chiant, parce que c'est invasif, parce que c'est agressif. L'idée chez nous, c'est de faire en sorte que ce soit smooth et qu'on apprenne aussi en fonction de la conduite et du type de véhicule comment aider le conducteur. C'est-à-dire que certains conducteurs vont vouloir avoir une assistance plus sévère et d'autres moins. Et ça, c'est quelque chose qui est permis par la connexion du système avec notre centre de recherche. Il y a également un point important, c'est toujours le système, notre vision, pardon, zéro collision. C'est très bien de pouvoir détecter tout ce qui se passe autour de la voiture, sauf que ça n'évitera pas plus de 40% des accidents, parce que plus de 90% des accidents sont dus à l'erreur humaine, mais parce que les humains qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qu'effectivement les autres sont toujours coupables, mais nous aussi, parfois, ça peut arriver. Ah, oh. mais, euh, mais l'idée, c'est de faire en sorte d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on veut comprendre le conducteur. Comprendre ne veut pas dire fliquer et prendre le contrôle.
Comprendre veut dire anticiper. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez beaucoup de systèmes de caméras qui sont dans les voitures, qui vous montrent un picto café. Attention, il faut vous reposer et recharger votre borne Ionity, ou alors juste genre prendre le café sur le bord de l'autoroute. En fait, c'est très bien ce genre de système, sauf que s'il y a un arrêt cardiaque ou un malaise ou une intoxication, ça ne va pas être suffisant, clairement. Donc toujours pour atteindre un jour ce zéro collision, ça reste une vision, une ambition, mais qui est assez motivante. On a des systèmes de capteurs infrarouges à l'intérieur de la voiture qui vont pouvoir surveiller la position de la tête et des yeux. Donc ça, j'ai envie de dire comme tout le monde. Sauf que là, effectivement, c'est une fréquence et une précision qui est encore plus exacerbée, notamment grâce aux ordinateurs aussi qui sont capables de traiter l'information. Et le système va pouvoir envoyer des informations pour prévenir le client. Attention, reposez-vous. Si il n'y a pas de réponse suffisante, entre guillemets, le conducteur, par exemple, s'il y a malaise ou arrêt cardiaque, etc., va dévier de sa voie, forcément, ou alors il est très doué, mais la voiture va le ramener systématiquement dans sa voie. Et ça, c'est le premier pilier, on va dire, du système, et va venir freiner décrescendo, entre guillemets, jusqu'à l'arrêt, pour que la voiture s'arrête sur le bas-côté, déclenche les feux de détresse, toujours dans cette optique d'éviter le suraccident, et va appeler les secours. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui vous avez des gros rouleurs qui roulent de nuit, etc., qui sont parfois sur des routes de campagne avec peu de fréquentation, si vous avez un arrêt cardiaque et vous arrivez même à vous arrêter sur le bas-côté sans avoir d'accident, si personne n'appelle les secours, ça ne sert à rien, je veux dire. Ou alors, il faut compter sur le postier qui arrive à 7 h du mat à côté de vous et qui appelle les secours. Là, l'idée, c'est de compter sur personne sauf sa voiture et de faire en sorte, en tout cas, de rouler dans ce que nous, on appelle le meilleur compagnon de route, qui va être tout le temps sur la personne et qui peut répondre qui peut éviter les drames, entre guillemets. Notamment le système de détection des occupants aussi, toujours dans la même veine, des capteurs dans toute la voiture qui vont faire en sorte qu'aucun conducteur ne pourra oublier un être vivant dans la voiture. Donc là, ça évitera les drames, par exemple, de tous les étés, tous les hivers, où des gens oublient des animaux, des enfants, etc. Et chose qui ne sera plus possible dans le véhicule, parce qu'il y aura une alerte, ou en tout cas, les gens le feront de façon, Délibéré. comment dire, non civilisée. Et je voulais insister sur un dernier point surtout, c'est les technologies qu'on dit d'avenir, mais qui en fait sont les technologies d'aujourd'hui. C'est la conduite autonome. On appelle ça, nous, la conduite déléguée en France. Donc, quand on se parle de conduite autonome de niveau 3, sachez qu'on est le premier constructeur à être en discussion avec les ministères de la transition écologique et de la sécurité routière pour officialiser et commercialiser cette fonction. C'est un véhicule qui sera sur les routes l'été prochain et les tests seront faits dès l'été aux États-Unis, en Californie, parce que c'est là où est construit le véhicule. Et au bout de 6 mois, ça s'ouvrira à d'autres États américains, ensuite en Suède, en Allemagne, puis en France. On se parle de très très vite, hein, ça sera avant 2030, et permis par bien sûr toutes les technologies, parce que c'est la seule façon, en tout cas, de faire en sorte de développer des véhicules assez sûrs pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Et très rapidement, vous parlez d'airbag tout à l'heure. Très rapidement. Exactement, très rapidement. Sur des véhicules urbains, on ne peut pas se permettre des technologies comme ça qui sont vraiment trop coûteuses pour le moment, mais toujours sur cette base de collecte de données. Et on développe des technologies faites pour les véhicules et leur terrain de jeu, entre guillemets. Et on se rend compte avec, enfin, c'est assez dramatique, que le nombre d'accidents, par exemple cyclistes, augmente très fortement, et notamment avec des accidents très très graves, parce qu'ils n'ont pas d'airbag, forcément. Et on développe des technologies pour avertir et empêcher ce genre de drame à l'ouverture des portières en ville, par exemple. Donc on est loin du lidar et de la conduite autonome, mais c'est des choses hyper concrètes qui peuvent sauver des vies et des accidents très bêtes au quotidien. Merci Alexandre, on a pris du retard, donc je vais vous demander d'aller assez vite sur les questions. Vite fait, le conduit semi-autonome, encore des soucis d'ailleurs, puisque quand on l'utilise au quotidien et qu'on est à 130 km/h sur l'autoroute en lecture de panneaux, Ouais. on peut se retrouver à rouler à 30 km/h d'un seul coup, la voiture freinée tempestivement. Parce qu'en fait, la lecture n'est pas très, très bien reconnue. Elle fait même des fois lire les panneaux des camions sur la partie arrière. Pour l'utiliser régulièrement sur deux de mes voitures, c'est assez stressant quand même. En fait, c'est pas une conduite tranquille, conduite semi-autonome. Alors là, donc effectivement, on est sur de la conduite assistée et pas déléguée, donc c'est sur ce qu'on appelle le pilote assist, on va dire. Ça dépend des marques aussi. Et ça Oui, dépend c'est aussi pas de la nouveau. cartographie. Ça dépend de la position GPS, la localisation et de la cartographie utilisée par la voiture. Ça dépend aussi des partenaires que les constructeurs utilisent. Nous, on fonctionne avec Google, par exemple.
c'est un choix qu'on a fait. D'autres ont des solutions 100% maison. Et on a aussi la réception des informations et de la mise à jour des informations. Là, par exemple, les véhicules que je viens de vous montrer, ils fonctionnent avec la 5G. Ils fonctionnent notamment avec la cartographie HD, qui n'est pas du tout la cartographie utilisée aujourd'hui, puisque c'est une cartographie, par exemple, qui a un prérequis pour la conduite autonome, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui et des informations, par exemple, sur les panneaux qu'on a qui peuvent effectivement changer assez récemment. On a vu toutes les embrouilles qu'il y a eu sur les changements à 80, 90, etc., où ça a mis un certain temps à arriver. Et pour le coup, moi, j'ai jamais eu le problème sur une Volvo, donc ça va. J'ai deux marques différentes. Hein. Une Volvo à Deux Allemandes et deux marques différentes et le même problème. Après, Des procès qui sont venus. J'ai eu 2 PV il n'y a pas longtemps parce que j'étais passé la vitesse, il n'a pas calculé. il n'a pas grillé. Donc là, ouais, si je mets ma casquette relation client et dans le droit français, je dirais attention, le conducteur est responsable de sa conduite. Mais oui, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui arriveront de moins souvent par rapport au fait que la voiture sera plus habile pour mettre à jour les informations et aussi pour lire les informations. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est aussi, je n'ai pas précisé, mais les caméras qu'on utilise ont aussi des générations. Et là, c'est des caméras dernière génération qui sont beaucoup plus efficaces. Une petite question du chat. Oui, juste question, remarque. Quelles seront les préconisations de Volvo justement pour pouvoir recalibrer tous ces systèmes électroniques, aussi bien les capteurs que éventuellement les optiques intelligents? Est-ce que c'est pas aussi un frein justement à la réparation hors du réseau constructeur? Et là, je pose la question pour Jean-Marc, il a posé. Et en même temps, la question, c'est est-ce que toute cette technologie, et promis, c'est pas moi qui pose la question, c'est bien quelqu'un, est-ce que toute cette technologie n'aura pas aussi l'effet de faire exploser les coûts de réparation? Alors pour la première réponse, je dirais que c'est un peu comme la peur panique qu'il y a eu il y a peut-être 10 ans sur les caméras de surveillance, caméras centrales pour les pare-brises. Oui, Carglass ne pourra pas réparer parce que les constructeurs disent qu'il faut recalibrer les caméras. Aujourd'hui, c'est dans leur pub TV, ils peuvent recalibrer eux-mêmes les caméras. C'est juste un temps d'adaptation, de formation et de prise de risque aussi. Donc peut-être que les autres players, on va dire, de réparation le feront sur des véhicules qui coûtent moins cher, par exemple, et qui sont moins risqués. Après, pas de bol, ça sera des technologies qui seront, je pense, lancées sur des véhicules très chers au début. Mais c'est juste une question de timing, je pense, et de formation et d'adaptation. Et il y a aussi des réseaux de réparateurs qui appartiennent in fine à des constructeurs. Donc, je pense que ça va diluer rapidement le problème. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, nous, on a décidé de mettre notre lidar en haut du pare-brise. En fait, c'est pas du tout une décision comme ça anachronique qui peut être esthétique et inesthétique. C'est juste que nos chercheurs ont assez rapidement compris que c'était l'endroit où le champ de vision était optimal. En fait, c'est un peu comme nous, c'est-à-dire que les yeux sont sur le visage et pas sur les genoux, c'est qu'il y a une bonne raison. Je dis ça parce que certains constructeurs vont mettre le lidar au niveau du pare-choc, ce qui pour moi est un peu, pas hyper smart au niveau de l'optimisation du champ de vision, pas hyper smart non plus sur les réparations, puisque par exemple le lidar qui est en haut du pare-brise a quand même moins de chances d'être abîmé. C'est-à-dire, je pense que ce sera une très bonne chose pour les assureurs, en tout cas, de nous avoir. Déjà, on a un taux d'accidentalité qui est quand même très bas en général, mais en plus, les technologies de sécurité sont là protégées. Si c'est des technologies très chères, très innovantes, qui sont placées dans un endroit effectivement risqué, comme les ailes et le pare-choc, ça peut être plus problématique, et ça c'est vrai. Mais je pense que c'était le cas aussi au début quand on a commercialisé les premières caméras 360 de recul, et au final maintenant ça s'est démocratisé. Ça va juste mettre du temps. Donc la prochaine pub, c'est les assurances. Acheter une Volvo. Comme toujours. Chinois. Ça ne change pas. Par contre, c'est chinois. Je rassure les carrossiers, il restera toujours des gens comme moi qui se garent à l'oreille. Merci beaucoup, Alexandre.